Donc on a ramené toutes les gerbes dans la grange, on en a mis un peu partout et on a démarré l'ébattage. Je vais vous parler de tout ça et après voilà, on se retrouve avec la paille ici qui a été vidée de son grain et la paille partira par cette porte-là à la stabulation des vaches, alors soit pour alimenter les vaches puisqu'elles en mangent un petit peu, soit en litière. Et du coup, on n'a pas loin à aller quoi, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que Tous Beans? Bon, déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé. C'est de la bâche de récupération. Et on a donc fait un petit système avec une partie de l'échafaudage, des tréteaux de maçon, des petites pinces pour tenir la bâche, un baril dans lequel on a mis des parpaings pleins qui permettent de le maintenir en place. Voilà, donc on voit que la moitié du grain se retrouve là, donc il n'y a rien qui a été trié encore. Hein. Donc on voit qu'on en a quand même des belles quantités. On voit que le grain est vraiment joli, il est beau cette année, il est bien dodu. Voilà, donc là il y a la moitié du grain à peu près, qu'on devra encore vanner, hein, donc on aura encore une vidéo sur le vannage pour nettoyer le grain. Et donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce que c'est que ce battage, ça rime à rien, ça ressemble à rien. C'est à moitié vrai. Alors je vais vous expliquer. Donc déjà, c'est vrai qu'en France et en Europe, dans notre civilisation à nous, traditionnellement, on utilisait le fléau. Donc le fléau, c'est un grand bâton au bout duquel il y a un plus petit bâton et ils sont reliés avec un lien en cuir et ça permet au batteur de frapper au sol le blé. Donc normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les gerbes, on les délie, on les place au sol sur une aire de battage et on a 2, 3, 4, 5, 10 batteurs qui viennent battre le blé avec le fléau. Et on a aussi 2 ou 3 personnes qui sont là avec des fourches pour remuer un petit peu le blé qui est au sol pour bien présenter les épis au batteur. Voilà, donc ça c'était la manière de faire de nos ancêtres avant l'apparition des batteuses. Alors, on a quand même 2-3 endroits, a priori à la frontière espagnole, dans les Pyrénées, on frappait aussi les gerbes sur des planches en bois, sur des tonneaux, enfin vous allez voir ça. C'est-à-dire qu'on empoignait la gerbe et on la frappait sur un truc, alors chez nous ça va être un tonneau, et du coup le grain va éclater. Donc au lieu de prendre un bâton pour taper sur la gerbe, en fait on prend directement la gerbe et on la frappe. Et donc ça, c'était pas beaucoup utilisé en Europe, sauf à certains endroits. Par contre, c'est encore utilisé dans pas mal de régions du monde, en Asie notamment, un petit peu en Afrique. Et nous, on pratique ça ici. Alors pourquoi nous, on pratique comme ça ici? Alors, il faut savoir déjà que le battage au fléau, ça se fait sur une aire de battage. C'est pas simplement mettre du blé par terre et taper dessus. Hein. Le battage au fléau, ça correspond à des règles à respecter. Et donc, on utilise une aire de battage. Et une aire de battage, c'est une structure humaine faite par l'homme. Il amène de la terre, un petit peu de la terre argileuse, et il marche dessus, quoi, il la piétine. En général, il faisait des fêtes, hein. On faisait danser les gens pieds nus sur les aires de battage pour bien damer les aires de battage. Et donc, on se retrouvait avec un sol très dur. On passait un coup de balai pour retirer les poussières et on pouvait venir battre son blé par terre. Alors il faut savoir que le battage au fléau ne peut pas se faire sur une dalle en béton parce qu'en fait on va éclater les grains, en fait on va concasser les grains au lieu de juste les sortir des gerbes, on va les concasser, on va commencer à faire de la farine par terre, donc c'est trop dur, hein, le sol en béton est trop dur. Voilà, donc en gros pour utiliser un fléau il faut vraiment une aire de battage en terre battue et ça c'est quelque chose qui s'entretient. Les paysans, avant, ils y tenaient à leurs aires de battage. D'ailleurs, il n'y en avait pas dans toutes les fermes. Il y a des régions de France où l'aire de battage, elle était communale, en gros, et les gens venaient battre leurs grains sur l'aire de battage. Donc nous, on ne dispose plus d'aire de battage. Alors, il faut savoir qu'ici, donc dans cette grange, et donc dans une région un petit peu humide comme ici, c'était difficile pour les anciens d'avoir des aires de battage en extérieur. Et je mets ma main à couper qu'en fait, il y avait une aire de battage dans l'entrée de la grange. Donc les batteurs ouvraient les portes, mettaient le blé au sol ici et frappaient ici.
Sauf que nous, quand on est arrivé ici, c'était un bourbier, il y a des tracteurs qui étaient rentrés, enfin c'était une mare en fait, hein. On a même fait un seuil de porte pour empêcher l'eau de rentrer, parce que quand on est arrivé, encore une fois, c'était des grosses ornières avec de l'eau, donc voilà, l'aire de battage, elle n'a pas été respectée, et on n'a plus d'aire de battage. Et nous, pour les quantités qu'on fait, on n'a pas envie de fabriquer une aire de battage et d'entretenir une aire de battage sur la ferme. Encore une fois, hein, tout ça c'est à moitié expérimental. C'est une passion, donc ce que vous allez me voir faire, ça paraît un peu fou pour certains, mais c'est pas plus fou que d'aller courir derrière un ballon, quoi. Alors déjà, je vais vous montrer comment on délie les bottes. Donc je vous avais montré, hein, j'avais fait une boucle, et du coup on tire sur la boucle, et après on tire sur le nœud, quoi. Voilà, donc ça c'est grâce au nœud de meunier qu'on peut délier une botte assez rapidement. Et on va prendre une poignée. Alors une poignée, voilà, ça va être à peu près ça. Voilà, hop, on sépare ça du reste de la botte. On se retrouve avec une poignée qui a cette taille-là. Et voilà, hein, ça va être con comme la lune. Il faut frapper. Et je tourne ma poignée, comme ça toute la gerbe, toute la poignée a été frappée. Et voilà, j'ai tapé quoi, 5 ou 6 fois. Et on va regarder, donc on a l'impression que les épis sont encore entiers. Mais à l'intérieur, il n'y a plus de grain en fait, hein. Tout le grain a volé, tout le grain a éclaté. Et ça, c'est dans toute la gerbe. On ne prend pas l'intégralité de la gerbe parce que c'est trop épais en fait. C'est-à-dire que déjà, c'est très lourd. Ça fait lourd, hein, ça fait mal aux épaules de frapper ça. Et lorsque je vais taper, il y a énormément d'épis qui vont être à l'intérieur de la gerbe et qui du coup vont être protégés des chocs et elles ne vont pas bien lâcher leur grain. Donc c'est pour ça que nous, on défait la gerbe et on prend ensuite par poignée, on prend en 4 ou 5 poignées et on frappe. Donc encore une fois, si on vient regarder un épi, on se rend compte que tout le grain a été extrait. Et donc nous, voilà, l'avantage, c'est qu'après, une fois qu'on a fini, on met ça là et ça partira aux vaches. Donc je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo des vidéos YouTube de gens, hein, qui font ça pour de vrai, hein, pour réellement manger dans leur pays. Donc on a encore beaucoup de gens en Inde qui font ça, on a des gens en Afrique qui font ça, on a voilà, dans certains coins de Chine des gens qui font ça. Et vous verrez une chose, c'est que le support sur lequel on tape, ça dépend vraiment des régions du monde et de ce qu'on a sous la main. Vous verrez dans une vidéo des gens qui tapent sur une grosse buse en béton. Vous verrez des gens qui ont maintenu un petit peu leur tradition et qui ont des supports fabriqués en bois, en fait, hein, prévus pour cet effet. On a vraiment autant de manières de battre ces céréales qu'il y a d'esprit humain en fait, sur Terre. Et donc, voilà, on peut vraiment tout inventer. Alors nous, on met de la bâche parce qu'on n'a pas envie que le grain se répande dans toute la grange. Encore une fois, ce n'est pas une aire de battage. Ici, le sol il est poussiéreux. À la fin, si on veut balayer, en fait, on a 4 cm de poussière, donc on ne peut pas s'amuser à faire ça sans bâche. Mais dans les vidéos que vous allez voir, vous voyez des gens qui sont dehors, sur des aires de battage, et qui travaillent des grosses quantités, hein, plusieurs tonnes, j'imagine. À la fin de la semaine et à la fin du mois, ils ont battu plusieurs tonnes de céréales. Et du coup, c'est pas grave pour eux que ça gicle un petit peu sur 3 ou 4 mètres aux alentours. Ce sera de toute façon récupéré. Alors là, je voudrais aborder un point, c'est sur la sensibilité à l'égrenage des variétés de céréales. Donc ici, du blé. Alors, j'ai déjà fait des expérimentations encore avec une autre variété de blé moderne qui avait on va dire une faible sensibilité à l'agrainage, c'est-à-dire que même en tapant comme ça, comme un sourd avec une gerbe de blé, j'avais du mal à faire sortir tous les grains. Et alors que celle-ci, elle est bien, elle a quand même une certaine sensibilité à l'agrainage, et vous avez vu, en mettant 6 coups, comme ça, j'extrais tout le grain, quoi. Voilà. Encore une fois, voilà, on prend n'importe quel épi, hop, et on se rend compte qu'il n'y a plus, voilà, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est bien que cette variété soit comme ça.
parce que si c'était une variété moins sensible à l'égrenage, eh bien je devrais taper comme un sourd et en plus je n'arriverai pas à tout sortir. Donc il faut faire attention à ça. Aujourd'hui c'est vrai qu'avec les moissonneuses-batteuses, voilà, c'est fait mécaniquement, donc c'est plus quelque chose qui est vraiment regardé, la sensibilité à l'égrenage. Avant c'était très important. Aujourd'hui on n'en parle plus trop parce que de toute façon la moissonneuse-batteuse elle va tout éclater et elle va réussir à extraire tout le grain. Donc voilà, il faut faire attention à ça, mais il ne faut pas non plus avoir une variété trop sensible à l'égrenage, puisque si vous venez dans le champ la ramasser, si en plus vous utilisez une faux par exemple qui est un petit peu violent, on va dire, sur la paille de blé, quoi. Hein, quand vous êtes dans votre champ, là, il y a le blé qui est comme ça, quand vous venez à la faucille, bon, le choc n'est pas violent. Par contre, quand vous venez taper avec une faux comme ça fait remuer l'épi et si la variété est très sensible à l'égrenage, vous risquez de perdre énormément de grains directement dans le champ. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Si vous voulez faire des petites expériences, vous pouvez avoir des petits déconvenus. Si votre variété de blé est trop sensible à l'égrenage, eh bien, vous allez en laisser la moitié dans le champ et si elle n'est pas assez sensible à l'égrenage, vous n'arriverez pas à la battre, quoi. Alors je pense que le battage au fléau serait un petit peu plus efficace en termes de productivité horaire. Maintenant, le battage de cette manière-là, l'avantage, c'est que, bon, ici on a une grange, on bénéficie d'une grange, donc la structure, là, elle peut rester comme ça pendant une semaine, elle peut même rester comme ça pendant 2 semaines. Et nous, ça nous permet de venir voilà, faire une petite heure et d'y revenir quand on retrouve un petit peu de temps. Et alors encore une fois, c'est expérimental, là on n'a qu'un seul poste de travail et ça va justement nous permettre de voir combien d'heures par personne il faut pour traiter environ 180 ou 200 mètres carrés de blé. Il faudra que je refasse exactement la mesure. Voilà, et avec le rapporté au rendement final. Voilà, c'est pour la petite expérience, c'est sympa. Et puis la structure, voilà, elle est légère. Après, on démonte tout. Hein. Les bâches, on les utilise pour autre chose. Les tréteaux, l'échafaudage, ça sert à autre chose. Le baril, on s'en sert pour ranger des morceaux de tuyaux. Et puis voilà, on n'a pas une aire de battage à entretenir toute l'année. Donc voilà, quand on a des petites quantités comme ça et qu'on n'a plus bien sûr les structures traditionnelles hein, dans les campagnes, aujourd'hui il n'y a plus personne qui s'amuse à battre son blé, puis ce qui se comprend totalement. Hein. Ici encore une fois c'est à moitié pour rigoler. Mais je veux dire, voilà, on ne va pas pouvoir appeler les voisins et leur dire venez nous aider à battre le blé, ils vont nous regarder, voilà, vous avez compris. Du coup, vous savez que si vous voulez faire des petites parcelles expérimentales, vous avez cette méthode-là qui ne coûte rien. On n'a pas un gros savoir-faire là, hein, c'est juste d'empoigner des poignées de blé et de les frapper sur un baril. Alors je tenais aussi à dire, hein, pour les quelques-uns qui s'imagineraient faire ça pour nourrir leurs poules, ne faites pas ça pour nourrir vos poules. Hein. Faites ça soit par passion, soit pour votre alimentation à vous. Ça prend tellement de temps et d'énergie que c'est pas rentable d'alimenter des poules avec du blé battu, récolté, battu et vanné à la main. Si vous voulez vous amuser comme nous, faites-le. Mais nous, le blé là, on va le destiner quand même en grande partie à notre consommation. Bien sûr, le menu grain va partir aux poules, mais les beaux grains, ça va partir dans le pain, quoi. Et du coup, on a une certaine fierté, c'est de se dire que ce blé n'a poussé absolument qu'avec le soleil, la pluie et, voilà, et les conditions du jardin, quoi. On n'a vraiment pas utilisé de pétrole pour faire pousser là des calories. On n'a pas transformé 10 calories de pétrole pour en fabriquer 1 calorie de blé. On a vraiment là fait pousser X calories à partir de rien. Mais c'est tout. Et du coup, voilà, c'est un plaisir de se dire encore qu'on peut, avec deux, trois savoir-faire et puis surtout la bite et le couteau, eh bien, on peut quand même faire pousser quelques milliers de calories. Et c'est toujours sympa de se dire qu'on a fait ça. Encore une fois, hein, je trouve que c'est plus intéressant de faire ça que d'aller courir derrière un ballon, quoi. Alors pour en revenir un petit peu à cette notion d'égrenage, et pour faire un parallèle un petit peu historique, il faut savoir que l'ancêtre de nos céréales, donc l'ancêtre du blé et aussi l'ancêtre du maïs,
sont des plantes sauvages qui libèrent facilement leurs graines, hein, puisque l'objectif d'une plante sauvage dans la nature, c'est de fleurir, de faire des graines et de les disperser dans son environnement assez facilement. Il ne faut pas que la plante garde ses graines et pourrisse sur pied et au sol avec toutes les graines à l'intérieur. Il faut vraiment qu'elle libère ses graines. Et l'être humain, ça lui a posé un problème, donc là on parle du néolithique. Ces céréales qui, lorsqu'on les touche, lorsqu'on va les récolter dans le champ, elles perdent toutes leurs graines par terre. Et donc au début, ça n'a pas dû être évident pour l'être humain de ramasser des grosses quantités de céréales, puisqu'il y en avait certainement une grosse partie qui restait par terre. Alors on peut imaginer que la solution, c'était justement d'aller les récupérer un petit peu plus tôt, avant maturité, et d'en faire des gerbes et de les laisser mûrir pas loin du village, quoi. Et ce qui permettait de pouvoir récupérer toutes les graines qui tombent facilement lorsque la gerbe est mûre. On peut imaginer ça. Mais en tout cas, au fil des millénaires, hein, depuis que l'homme a commencé à ramasser des céréales, eh bien, l'homme a permis aux céréales de conserver leurs graines. C'est-à-dire que j'ai beau secouer là, la plante, elle ne perd pas facilement ses grains, quoi. Et il va vraiment falloir que l'être humain vienne taper sur la plante pour que les graines commencent à sortir. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un processus qui a pris des milliers d'années. Et aujourd'hui, on bénéficie donc de la céréale cultivée. Donc grâce au travail de nos ancêtres, on peut aujourd'hui avoir des céréales qui ne perdent pas toutes leurs graines, tous les grains au sol au moment de la récolte. Et derrière, donc, il faut battre à demeure, donc ici dans une grange ou sur une aire de battage. Et du coup, tous les grains vont tomber au même endroit et on va pouvoir ramasser tous les grains au même endroit. La céréale a évolué comme ça avec les pratiques de l'être humain. Donc de toute façon, les céréales qui génétiquement s'égrènent trop facilement dans le champ, eh bien, elles ont été éliminées au travers des âges, puisque la graine restait dans le champ, donc elle n'était pas réensemencée l'année d'après. Donc vraiment, au fil des millénaires et des siècles, on s'est retrouvé avec des céréales qui conservent leurs grains. Par exemple, en Amérique du Sud, eux, justement, ils ont sélectionné des grains qui vraiment restent très serrés. Vous pouvez taper sur un épi de maïs. Voilà, c'est pas comme ça qu'on procède d'ailleurs, hein, c'est pas par battage qu'on sort du grain de maïs. Parce que l'ancêtre du maïs, c'est aussi une plante qui s'égrène très facilement, qui ressemble finalement plutôt à du blé. Et donc par la sélection, eh bien voilà, on a vraiment, en fonction des civilisations, encore une fois, deux plantes complètement différentes. Alors je ne dis pas qu'elles ont un ancêtre en commun, mais quand même, l'ancêtre du maïs, ça ressemble drôlement plus à du blé qu'à du maïs, en tout cas au maïs qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que votre céréale va s'adapter à vos pratiques. Alors peut-être pas sur une vie, hein, il faut peut-être plusieurs centaines d'années, voilà, ça se fait sur des civilisations. Enfin, quoique, par exemple, si je prends une gerbe là comme ça, si je décide de la frapper 3 coups par exemple, 1, 2, 3, voilà, et je ne cherche pas à aller chercher plus de grains, eh bien en fait, on peut imaginer que année après année, eh bien, si cette variété est transmise à d'autres générations, eh bien, on va se retrouver dans quelques dizaines, centaines d'années avec un blé qui s'égrène très facilement en tapant 3 coups. Et on aura très peu sélectionné les blés qui vont garder les semences dans leur épi. Et de la même manière, lors du battage, si dans mon champ j'avais génétiquement quelques pieds comme ça qui étaient un peu moins précoces, un peu plus tardifs, et donc qui ne sont pas encore tout à fait mûrs, et bien de la même manière, quand je procède par battage comme ça, eh bien, il va rester certainement, voilà, par exemple celui-là, et on voit que le grain est encore un petit peu humide dedans, certainement. Eh bien, le fait de ne pas s'acharner plus et de ne pas chercher à sortir le grain de cet épi-là, eh bien, en fait, ça va l'éliminer. Ça va éliminer les pieds qui sont un peu trop tardifs de ma variété de maïs. Voilà, et donc en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que votre céréale va s'adapter à vos pratiques. Si vous tapez 30 fois, si chaque poignée vous la tapez 30 fois, vous allez forcément sortir l'intégralité du blé. Et donc vous allez beaucoup moins sélectionner, vous n'allez pas avoir ce phénomène de goulot d'étranglement génétique finalement, où vous allez écarter voilà, les blés qui sont tardifs, et ben là
ils sont écartés si je tape que 3 fois. Les blés qui s'égrènent pas facilement, hop, ils sont écartés si je tape que 3 fois. Et du coup, je vais vraiment modifier ma variété. Si je commence à tout taper, je vais tout sortir, hein. Le blé tardif va quand même finir par sortir. Les blés qui ont du mal à s'égrener, ils vont quand même finir par sortir. Et du coup, ça veut dire que votre variété de blé, il va falloir chaque année taper 30 fois avec. Alors j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Mais voilà, c'est vraiment pour vous faire comprendre cette faculté qu'a la céréale et qu'ont les plantes en général, les plantes cultivées, à s'adapter aux pratiques de l'être humain et à évoluer en fait de manière positive finalement avec ces pratiques et de faciliter la vie de l'être humain. Et en fait, l'être humain se facilite la vie à chaque fois qu'il resélectionne ses céréales lui-même en fonction de ses pratiques. Alors le battage est terminé. Donc on a la paille qui est là, on en a un petit peu là. On a le blé qui est là, sachant qu'on en a évacué, hein, sinon le baril aurait été complètement enterré sous le grain. Voilà, donc on a une bonne quantité de grains. Alors j'ai absolument aucune idée de ce à quoi on doit s'attendre en termes de rendement. Donc ça on le verra après l'opération de vannage. Voilà, alors en gros là ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer les grosses pailles avec une fourche. Après on viendra avec une pelle, on mettra ça dans des brouettes et puis on emmènera ça à l'endroit où on vannera. En attendant, voilà, on le met un petit peu dans des contenants en tout genre, des seaux, des caisses, tout ce qu'on trouve. On en a déjà ramené par là-bas et ça va attendre là-dedans. Alors pour les quelques fous qui voudraient faire leur blé chez eux également, je vais vous donner un chiffre. Donc là, l'opération de battage nous a pris 5 heures. Alors 5 heures, c'est un poste de battage. Alors c'est moi qui m'y suis collé. Donc on n'a pas fait 5 heures d'affilée, on l'a fait en plusieurs fois. Mais ça fait quand même les bras et les dorsaux. Et en gros, la deuxième personne posait les gerbes de blé à mes pieds et faisait le déliage. Donc moi, j'avais juste à prendre les poignets et à frapper et à jeter la paille sur le côté. Donc 5 heures, et puis ce sera à rapporter avec le rendement final et la surface qui est à peu près de 180 mètres carrés, mais je vous confirmerai ça, c'est peut-être 200 mètres carrés. Je vous confirmerai ça, je ferai une mesure bien précise. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour l'opération du battage et puis il y aura peut-être d'autres vidéos avant ça. À la prochaine.